de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Colère et mobilisation à Conakry, où les forces de sécurité et les opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé s'affrontaient ce lundi. On compte plusieurs victimes. Écho de ces manifestations dans ce journal. La Tunisie connaît son deuxième président élu au suffrage universel. L'universitaire Kais Saïd devrait prendre les rênes du pouvoir après son écrasante victoire dimanche face à son rival Nabil Karoui. Et puis Cabral Libi, homme politique sorti troisième lors de la dernière élection présidentielle au Cameroun, est notre invité. Avec lui, nous reviendrons sur le grand dialogue national et les prochaines échéances électorales dans son pays. Lequel d'entre nous, en dehors de lui-même, il pense qu'il... Bonsoir. Conakry a été particulièrement paralysé ce lundi, jour de manifestation à l'appel des opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Des heurts ont été signalés dans certains quartiers. Des jeunes et les forces de maintien de l'ordre étaient face à face. Des témoins parlent de plusieurs blessés par balle, 2 morts selon le gouvernement et au moins 5 morts d'après l'AFP, dont un gendarme. On fait le point avec Zakaria Camara, il est notre correspondant dans la capitale guinéenne. L'autoroute Fidel Castro, presque déserte. Des deux côtés de la chaussée, banques, stations-service et boutiques n'ont pas ouvert ce lundi. Nous, on ne veut pas le troisième mandat. Ce n'est pas moi seulement, c'est toute la Guinée. L'appel à manifester a rendu la capitale partiellement paralysée. Ce marché n'a pas affiché sa fréquentation habituelle. Certains vendeurs sont venus surveiller leurs boutiques. De l'autre côté de la ville, une fumée noire flotte au-dessus de Koza, un quartier de la banlieue de Conakry. Des jeunes visiblement en colère ont barricadé la route et brûlé des pneus sur la chaussée. Plus loin, vers la haute banlieue, Ouanindara sur l'axe Le Prince était en ébullition. Des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Un médecin installé dans le quartier, joint par la Voix de l'Amérique, parle de 2 blessés par balle. Les Guinéens manifestent seulement une semaine après la rentrée scolaire. Pour ces citoyens rencontrés sur l'autoroute Fidel Castro, le FNDC avait une autre option que celle de la rue. Si les politiciens savaient au moins combien de fois nos parents, nos mamans souffrent à la maison pour avoir un peu d'argent, pour aller payer les frais de nos frères et puis nos frères, ils n'allaient pas demander à sortir dans la rue. Ils n'ont qu'à arrêter les grèves pendant les moments de cours et laisser les enfants étudier. Samedi, le coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution et plusieurs autres membres du mouvement ont été interpellés. Leurs avocats affirment ne pas savoir vers où ils ont été amenés. Ce lundi, tous les autres chefs d'opposition, membres du FNDC, ont été confinés à leur domicile. Tous parlent de succès, mais déplorent, selon leur bilan, un mort et une vingtaine de blessés, dont certains par balle. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry. Lui, ce sera son premier mandat. L'universitaire Kais Saïd a été élu président de la Tunisie avec 72,71% des voix lors du second tour de la présidentielle de dimanche. C'est ce qu'annonce ce lundi l'instance chargée des élections. Les précisions avec Irénée Herman Humbo. La commission annonce comme résultat préliminaire du second tour de l'élection présidentielle la victoire du candidat Kais Saïd avec 72,71% des voix. Félicitations à lui. Kais Saïd a obtenu 2,77 millions de voix contre 1 million pour son adversaire, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, selon les résultats préliminaires annoncés par la commission électorale.
Juste après l'annonce des résultats, des milliers de Tunisiens sont descendus dans le centre de la capitale pour manifester leur joie. C'est un jour historique, scande-t-il. Lors d'une brève apparition, Kaïs Saïed a quant à lui remercié les jeunes qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire. La Tunisie elle a besoin de quelqu'un qui doit organiser les idées, tout simplement. Ils sont nombreux, ces Tunisiens, à fonder leur espoir sur le prochain président pour la relance de l'économie nationale. Tous les jeunes sont avec Kaïs Saïed. Donc, Kaïs Saïed, c'est le président de la Tunisie. Il y a beaucoup de chômage. Donc, on a besoin d'un président qui travaille beaucoup le côté économique. Environ 90% des électeurs de 18 à 25 ans ont voté pour lui, selon l'Institut de sondage Sigma. Je vais porter ce message de la révolution de 2011, a-t-il lancé. Chacun a choisi ce qu'il voulait en toute liberté. Notre projet est basé sur la liberté. L'époque de la soumission est finie, a-t-il assuré. Son rival, Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, a déploré un déni de justice, estimant avoir été pénalisé par son incarcération pendant 49 jours en pleine campagne électorale. Élection encore, les Mozambicains sont attendus aux urnes demain mardi pour choisir leur président, député et gouverneur, un scrutin qui intervient après une campagne électorale tendue. Philippe Nyusi, le président sortant, et son parti, le Front de libération du Mozambique, sont donnés grands favoris devant la RENAMO, la résistance nationale du Mozambique. En août dernier, un accord a été signé entre ces deux partis afin de mettre un terme à leur affrontement. Au Cameroun, Sisikou Ayuk Tabe se félicite de la libération de Maurice Kamto et de ses alliés dans une interview exclusive accordée à Jeune Afrique et parue ce lundi. Le leader séparatiste accueille positivement ce geste du président camerounais et estime que l'emprisonnement des opposants et la suppression de l'expression politique sont incompatibles avec la démocratie et la primauté du droit. Par ailleurs, le calme est revenu à 100 mm dans la région d'origine du président camerounais, où les commerçants ont été victimes de casses et autres pillages lors des émeutes des 9 et 10 octobre dernier. Le président Paul Biya, qui, selon des médias locaux, a instruit le recensement de ces commerçants en vue de leur indemnisation. Pour revisiter cette actualité, notre invité ce lundi s'appelle Cabral Libi, sorti 3e après Paul Biya et Boris Kamto lors de la dernière élection présidentielle tenue au Cameroun. Il est également président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Cabral Libi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, Monsieur John Lindon. Alors déjà un mot sur ces propos de Sisikou Ayuk Tabe et sur ces émeutes de 100 mm. Je n'ai pas de commentaire spécifique à faire là-dessus. En revanche, le président du PCRN que je suis, lors de la consultation préalable au Grand Dialogue National, avait proposé que dans le cadre de la détente politique qui, de notre point de vue, devait ponctuer ce Grand Dialogue National, que fussent libérés ou que le président ordonna des arrêts de poursuite à l'endroit et des détenus de la crise anglophone et des détenus de la crise post-électorale. Le professeur Kamto et ses camarades s'y inscrivent. Donc nous avons salué le fait que le président de la République ait écouté cela et nous espérons simplement que non seulement cela participe de la restauration de la paix et de la sérénité au Cameroun, mais surtout que cela enrichisse davantage le jeu démocratique. Voilà, parmi les sujets qui ont été abordés lors de ce grand dialogue national qui s'est récemment tenu au Cameroun, il y a la question des régions anglophones et ce statut spécial dont ils devraient désormais bénéficier. Il y a également la question de la diaspora. Vous vous trouvez ici aux États-Unis en ce moment. Qu'est-ce que vous avez dit à vos sympathisants et à vos militants à propos de ces assises auxquelles vous avez participé? Oui, effectivement, à la faveur de mon séjour aux États-Unis, j'ai procédé à une sorte de restitution de notre participation à l'endroit de nos compatriotes, en tout cas des camarades du PCRN venus de plusieurs États. Sur la question de la diaspora, particulièrement, si les résolutions qui ont été arrêtées ou si les recommandations qui ont été faites sur cette question sont suivies d'implémentation, on peut penser que nous allons vers une sorte de normalisation de la question. Vous savez qu'il y a encore au Cameroun cette loi de 1968 qui interdit la double ou la plurinationalité. Il a été proposé que cela soit levé
Et il y a un certain nombre de propositions que nous avions déjà faites pendant la campagne, notamment le guichet unique, pour recevoir tous nos compatriotes qui arrivent, les dispenser des procédures et autres. Et puis la question de l'adéquation du système éducatif et de la prise en compte d'un certain nombre de choses. Globalement, le travail a été fait sur la question de la diaspora. Les propositions qui ont été faites, les recommandations sont bonnes. Sur la question du statut spécial, notre proposition, elle est connue. Nous pensons que le Cameroun est par essence fédéraliste. Pas au sens de l'État fédéral qui est un sujet de droit, mais au sens de la philosophie organisationnelle d'une société visant à concilier les différences. Et le Cameroun, qu'on appelle pas par hasard Afrique en miniature, est une société très variée. Et seule la philosophie fédéraliste peut participer de cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit revenir au statut de 1961 de deux États, l'un parlant anglais, l'autre parlant français. Justement, pourquoi ce statut-là, cette option-là a été rejetée lors du grand dialogue? Peut-être que les esprits, pas peut-être, les esprits ne sont pas encore suffisamment préparés parce qu'il y a une sorte de paradoxe qui veut que globalement les acteurs nous disent que notre proposition est pertinente mais que ce n'est pas encore le moment de l'appliquer. Ben, nous continuons notre œuvre pédagogique. Toujours est-il qu'on est quand même arrivé à une sorte d'aboutissement de la décentralisation et nous sommes tous dans l'attente de voir comment on pourra agencer statut spécial et décentralisation abouti au Cameroun. Justement, très rapidement, vous avez été classé 3e lors de la dernière élection présidentielle, mais il y a des échéances qui arrivent et il y a cette réforme du code électoral qui n'est toujours pas réglée. Ben, nous continuons à travailler et à presser l'ordre gouvernant pour que cela change. Parce qu'effectivement, l'un des facteurs de crise au Cameroun, j'ai même envie de dire de guerre au Cameroun, c'est encore les vices qui émaillent le processus de dévolution du pouvoir par le vote. Donc il est souhaitable qu'avant les échéances législatives et municipales annoncées pour 2020, que les ajustements nécessaires soient faits. Nous continuons à interpeller nos parlementaires d'ailleurs là-dessus qui vont se réunir très bientôt. Voilà. Cabral Libye, merci d'être venu. On est très pris par le temps. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-président de l'Assemblée nationale passé dans l'opposition, affirme avoir fait l'objet d'une tentative d'arrestation à Barcelone, en Espagne, la semaine dernière. Une escouade d'agents de la police espagnole aurait vainement tenté d'arrêter Guillaume Soro au Palace Hotel de Barcelone dans la nuit du 9 au 10 octobre, en disant agir sur la base d'instructions émises par le bureau local d'Interpol. Mais l'agence policière internationale basée à Lyon, en France, a démenti cette allégation et les agents espagnols sont repartis bredouille. Abidjan, de son côté, a nié ce lundi avoir saisi Interpol sur le cas Guillaume Soro. En République démocratique du Congo, la maladie à virus Ebola a ressurgi après 294 jours dans l'Ituri. C'est dans le nord-est du pays et ceci malgré la diminution de nouvelles contaminations. C'est ce qu'on apprend ce lundi de sources médicales. Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, daté de dimanche, c'est l'aire de santé de Mororo dans la zone de Niakoundé qui a été touchée par la maladie. L'utilisation d'un deuxième vaccin est annoncée pour début novembre dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. L'Ituri considéré comme le nouvel épicentre de l'épidémie. Les Kurdes de Syrie lâchés par Washington annoncent avoir conclu un accord avec le gouvernement syrien pour le déploiement de l'armée nationale syrienne dans le nord du pays afin de s'opposer à l'avancée rapide des troupes turques et de leurs alliés. Pour sa part, le régime de Bachar al-Assad fait état de l'envoi de troupes dans le nord pour, dit-il, affronter l'agression turque. L'offensive de la Turquie, lancée il y a 5 jours, à la faveur d'un retrait américain et malgré des vives critiques internationales, vise à instaurer une zone de sécurité de 32 km de profondeur pour séparer sa frontière des territoires contrôlés par les unités de protection du peuple, une milice qualifiée de terroriste par Ankara. Et puis le typhon Agibis qui a frappé samedi le Japon a tué au moins 56 personnes. Selon un nouveau bilan donné lundi par la chaîne de télévision publique NHK. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. 2 ans après son lancement, que devient le mouvement MeToo et surtout, comment les hommes administrateurs et chefs d'entreprise réagissent aujourd'hui face aux femmes? Nous verrons dans ce journal ce que révèle une étude. Des cartes d'identité biométriques pour faciliter le déplacement des personnes sur le continent et l'accès aux services gouvernementaux. Initiative financée par l'Union européenne et qui provoque quelques réticences. En sport, week-end de folie pour le marathon. Les Kenyans ont explosé les compteurs. Hier à Chicago, Brigitte Kosgei a tombé un record vieux de 16 ans. Eliud Kipchoge est lui devenu le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures. L'Union européenne finance les pays d'Afrique en vue de la création des cartes d'identité biométriques. Cela facilite le déplacement des personnes sur le continent et l'accès aux services gouvernementaux. Cependant, les détracteurs craignent que l'effort de l'Union européenne ne porte atteinte à la vie privée des Africains et à la démocratie si les gouvernements autoritaires utilisent les données pour réprimer l'opposition. C'est un reportage de Michael Scarturo à Berlin. Le récit est de Thierry Kaoré. L'un des moyens par lesquels l'Union européenne espère empêcher les futures vagues de migration consiste à aider les pays d'Afrique et du Moyen-Orient à développer ce qu'on appelle des cartes d'identité biométriques. Elles ressemblent beaucoup aux passeports biométriques et contiennent une technologie qui stocke les empreintes digitales, les données de scan du visage et de l'iris. Mais certains craignent que ces données biométriques ne soient utilisées à d'autres fins. Ces programmes posent problème car ils constituent une grave menace pour le droit à la vie privée et à la liberté d'expression des personnes. C'est une menace pour leur sécurité et pour la démocratie dans toute la région. Edin Omanovic, qui a dirigé une étude sur les programmes biométriques pour l'Afrique, a déclaré que l'Union européenne pouvait utiliser les données pour arrêter une future vague de migration en Europe. L'objectif à long terme est de développer des programmes et des capacités biométriques dans la région afin qu'à l'avenir, les autorités de l'UE chargées des migrations puissent accéder aux informations contenues dans les bases de données et les explorer avec leurs homologues africains afin de pouvoir éventuellement expulser des personnes vers l'Afrique. Une porte-parole de la Commission européenne à Bruxelles a rejeté les allégations du Privacy International en déclarant que les données collectées restent la propriété des gouvernements et ne peuvent pas être partagées avec l'Union européenne ni aucun des partenaires d'exécution du projet, certainement pas pour empêcher les futures vagues de migration. Les projets de migration en Afrique sont financés par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne qui supervise également le programme d'identification biométrique. Mais il y a des lignes rouges. Si vous livrez du matériel technique à des pays qui pourraient être considérés comme autoritaires et qu'ils utilisent cette technologie pour opprimer les partis d'opposition, cela devrait être une ligne rouge. Les ONG souhaitent que le Fonds fiduciaire Union européenne-Afrique soit audité par le Parlement européen, ce qui pourrait mettre fin au programme si des abus en résultaient. Elles veulent également avoir l'assurance que l'aide au développement ne sera pas utilisée pour financer le programme de biométrie. Vous vous souvenez sans doute du mouvement MeToo qui a beaucoup fait parler de lui ici aux États-Unis et même à travers le monde. Eh bien, des sondages révèlent qu'un nombre croissant d'administrateurs et chefs d'entreprise se sentent de plus en plus mal à l'aise de travailler en étroite collaboration avec les femmes depuis qu'une série d'hommes influents ont perdu leur emploi après avoir été accusés de harcèlement sexuel, notamment le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Le mouvement MeToo, né il y a 2 ans, ne fait que dégrader la relation professionnelle entre hommes et femmes, selon certaines études. Dora Mekouar jette un coup d'œil sur cette situation. Voici son reportage que nous présente ici Irénée Hermanumbo. À la suite du mouvement MeToo, 41% d'hommes interrogés disent être inconfortables dans un tête-à-tête professionnel avec une femme
Et plus d'un homme sur 5 sont de plus en plus réticents à inclure les femmes dans des interactions sociales comme se réunir pour boire un verre après le travail. C'est en effet ce qu'indique un sondage de 2018 d'une entreprise américaine de gestion de crise et de maintien des indices d'accusation de harcèlement sexuel et d'abus. Je pense qu'il y a un retour de bâton au hashtag MeToo. Je ne pense pas que ce soit assez grave. Je ne pense pas non plus que cela va durer parce que le hashtag MeToo est là pour toujours. Mais c'est certainement parce que ça dérange. Et bien sûr que le changement dérange. Il n'est souvent pas vu d'un bon œil, surtout quand les gens se sentent dépossédés de ce qu'ils estiment être leurs droits. Le mouvement MeToo représente cependant pour certains une force vers un réel changement. Je pense que l'une des choses les plus puissantes est que cela a vraiment attiré l'attention sur la question du harcèlement sexuel. Cela a permis aux femmes de raconter collectivement leur expérience. Mais lorsque vous entendez des histoires similaires de différentes personnes, vous commencez à penser qu'il s'agit de problèmes systémiques auxquels nous devons nous attaquer. Et ça, c'est très fort. Selon le National Women Law Center, 15 États ont adopté de nouvelles lois visant à protéger les femmes employées du harcèlement sexuel et de la discrimination fondée sur le sexe depuis octobre 2017, lorsque le mouvement MeToo s'est catapulté dans la conscience publique. Voilà à présent en plein feu sur les stades avec Yacouba Ouedraogo. C'est lundi dont son carnet est rempli de kilomètres avalés par les Kenyans. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, vous le disiez en titre, week-end de folie pour le marathon africain et mondial. La Kenyane Brigitte Kosgei a explosé le record du monde de Paula Radcliffe à Chicago hier au lendemain de l'exploit de son compatriote Eliud Kipchoge, premier homme à courir les 42 km 195 en moins de 2 heures. Nani Talani raconte. Brigitte Kosgei partait bien en favorite un mois après avoir couru début septembre le semi-marathon le plus rapide de l'histoire, 1h04 minutes 28 secondes, un record toutefois non homologué. Cette fois-ci, la Kenyane a toutefois donné le temps dès le début, distançant dès le premier kilomètre ses concurrentes qui ne l'ont plus jamais revue. À la mi-course, elle avait déjà plus d'1 minute d'avance sur le record de Paula Radcliffe. Kosgei est ensuite resté largement en tête du peloton jusqu'à la ligne d'arrivée. Temps mis 2h14 minutes 4 secondes, soit 1 minute et 21 secondes de moins que le record de la Britannique. J'étais heureuse, j'appréciais juste la position que je viens d'obtenir et le record que j'ai battu aujourd'hui. Kosgei explose ainsi sa précédente marque de plus de 4 minutes, mais ne compte pas dormir sur ses lauriers. Aujourd'hui, j'ai couru 2 heures, 14 minutes et 4 secondes, mais je me concentre toujours pour réduire mon temps à nouveau. Si c'est possible, si mon corps répond à ce moment-là, je pourrais réduire un peu petit à petit. Chez les hommes, c'est un autre Kenyan, Lawrence Cherono, vainqueur à Boston cette année, qui l'a emporté en 2 heures, 5 minutes 45 secondes dans une course qu'il a terminée au sprint devant les Éthiopiens Dejene Debela et Assefu Mengsu. Le Kenya et l'Afrique doublement honorés dans ce monde du marathon. En effet, samedi à Vienne, en Autriche, donc, Eliud Kipchoge a réussi son self-challenge en parcourant les 42 km 195 en moins de 2 heures. Dans son Kenya natal, parents et compatriotes du recordman du monde ont vécu l'événement historique en direct. Suivez. Dans la matinée du samedi, à Eldoret, à des milliers de kilomètres de Vienne, des milliers de fans ont bravé le froid tôt le matin pour voir leur fils adoré écrire une nouvelle page du marathon mondial. Tous avaient les yeux figés sur l'écran géant monté au milieu de la ville. Au domicile familial à Kapsabé, dans le village où Eliud Kipchoge a fait son école primaire, la famille proche s'est agglutinée devant un petit écran. À mesure que le détenteur du record du monde se rapprochait de la ligne d'arrivée, la fièvre montait et la confiance grandissait. Au finish, Kipchoge a franchi la ligne d'arrivée comme promis. En moins de 2 heures, soit exactement en 1h59 minutes 40 secondes, déclenchant une liesse de joie chez les siens. Je suis heureuse parce qu'il a gagné au Kenya et dans le monde. Je le remercie beaucoup pour cela, pour ce qu'il a fait pour moi, le Kenya et le monde. C'est un grand moment à Ouazen-Guizhou. Je le considère exactement comme le même jour où il y a 50 ans, le premier homme a atterri sur la Lune.
Kipchoge avait dit vouloir courir pour l'histoire et démontrer que l'être humain n'a pas de limite, une promesse tenue. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Le message qu'aucun être humain n'est limité est maintenant dans l'esprit de tout le monde. Si vous croyez en quelque chose et que vous le mettez dans votre esprit, transférez-le dans votre cœur et dites-le dans votre bouche, alors il peut être réalisé. Le champion olympique a bénéficié d'une armée de 41 lièvres qui se sont relayés tout au long du parcours pour lui assurer un rythme homogène et le protéger du vent. Conséquence, cette course non officielle n'est pas homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme, mais reconnue par sa mère. En football, la série des matchs amicaux s'est poursuivie pour certaines formations africaines ce week-end. À Porto Novo, le Bénin a été accroché par la Zambie 2 buts partout. On note la belle victoire de la Côte d'Ivoire 3-1 devant la RDC. Victoire également de l'Afrique du Sud 2-1 face au Mali. L'Ouganda a assuré en Éthiopie 1-0, tandis que le Kenya s'est incliné à domicile face au Mozambique. Et puis, comme le Sénégal, le Nigeria a tenu le Brésil en échec 1-1. Belle victoire également pour la Centrafrique 2-0 devant le Niger à Niamey. En Europe, Rudy Garcia est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. L'ancien entraîneur de Marseille, de l'AS Rome et de Lille a signé un contrat jusqu'en juin 2021. Il succède ainsi au Brésilien Silvinho, écarté de son poste la semaine dernière pour insuffisance de résultats. Lui qui était seulement sur le banc lyonnais depuis le début de la saison, Rudy Garcia aura pour charge de redresser le club lyonnais, auteur d'un début de saison difficile. L'OL est 14e en Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernier Dijon. Avec l'Olympique de Marseille, on se souvient de 2016 à 2019. Rudy Garcia a notamment atteint la finale de la Ligue Europa, perdue à Lyon contre l'Atlético Madrid en 2018. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Rendez-vous prix Yacouba. Parlons à présent du prix Nobel d'économie qui a été attribué ce lundi à la franco-américaine Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael Kramer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Les travaux conduits par les lauréats ont introduit une nouvelle approche pour obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. C'est du moins ce qu'a indiqué l'Académie royale des sciences. Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes, soit environ 830 000 €. Beaucoup d'argent donc pour mettre un terme à ce journal. Merci pour votre fidélité et au plaisir de vous retrouver demain est un autre jour. Bonsoir.